Il y a quelques semaines, il y a Tristan Handy, CEO de DBT Labs, donc la société qui est derrière DBT, qui a écrit un article qui est Est-ce que la Modern Data Stack, c'est toujours une idée utile ? Et en fait, en réfléchissant, il s'est dit en fait non. Et donc ce qu'il dit, c'est que ce truc-là, maintenant c'est dépassé. Et en plus, avec la hype autour de l'AI, en fait tous les investisseurs sont partis pour ingérer de la donnée parce que Fivetran n'a pas toutes les ingestions. Tu vas utiliser un autre outil, et puis l'autre outil il couvre pas tout, du coup tu vas faire de l'ingestion custom. Comment tu fais pour avoir une ingestion de données qui est pertinente si tu utilises 3 outils ? Aujourd'hui, je reçois Christophe sur le podcast à nouveau. Donc Christophe, pour ceux qui ne connaissent pas, rédige la newsletter Blef que tout le monde recommande sur le podcast. Et par ailleurs, Christophe est freelance data engineer et il est, selon moi, un des plus gros experts en France. Je le répète, on a fait un épisode il n'y a pas très longtemps avec Christophe sur les 3 tendances data de 2024. C'était l'épisode 100 pour ceux que ça intéresse, un épisode qui a beaucoup plu, donc je le recommande. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus spécifiquement d'un sujet qui a remué l'écosystème ces dernières semaines, à savoir, est-ce que c'est la fin de la Modern Data Stack ? Roulement de tambour. Ouais. Hello Christophe, ça va ? Salut Robin, merci de l'invitation encore une fois, et bonjour à tous les auditeurs, auditrices du podcast. Avec plaisir, je suis ravi de commencer à institutionnaliser un peu ce rendez-vous avec toi sur le podcast, toujours super enrichissant pour moi aussi. Donc aujourd'hui le thème c'est est-ce que c'est la fin de la Modern Data Stack ? Alors peut-être déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé ces dernières semaines pour les auditeurs qui n'ont pas forcément vu sortir les articles auxquels on fait allusion ? En fait, il y a une discussion depuis quand même pas mal de mois, années sur le concept de The Modern Data Stack et est-ce que c'est bien et est-ce que c'est vraiment pertinent ? Et en fait, il y a quelques semaines, il y a Tristan Handy qui est le CEO de DBT Labs, donc la société qui est derrière DBT, qui a écrit un article qui est Est-ce que la Modern Data Stack, c'est toujours une idée utile ? Et en fait, c'est un article qui rebondit un peu sur un article qu'il avait écrit un petit peu avant où il disait que c'était toujours une idée utile. Et en fait, en réfléchissant, il s'est dit en fait non, c'est pas une idée toujours utile. Et donc, ça a déclenché en fait des discussions de toutes les personnes américaines principalement qui pensent et qui sont proches des VC, des gros outils, on va dire modernes. Peut-être je marque une petite pause une seconde, c'est qu'effectivement, Tristan Handy, donc fondateur de DBT, est vu comme une personne très influente aux États-Unis. DBT, c'est souvent un des quelques outils, si ce n'est celui qu'on positionne le plus au centre de ce concept de Modern Data Stack. Donc en général, sa vision va être très intéressante. Même si on en parlera, parfois elle peut aussi être du coup un poil biaisée parce qu'il a clairement un intérêt aussi par rapport à ce concept-là. D'où le fait que ça ait fait pas mal réagir. Effectivement, dans la foulée, tu as Ben Stencil qui est aussi un autre blogueur, influenceur data, on va dire, aux États-Unis. Founder aussi. Et founder aussi d'un outil Mode Analytics qui a été racheté récemment. Ouais, par Southspot, je crois. Ouais, Southspot. Et tu as aussi Joe Race, qui est un écrivain connu aux États-Unis, qui du coup a fait son propre article. Il y a toi qui a sorti un article, j'ai vu, je crois, ce matin ou hier. Ouais. Et donc voilà, donc ça fait réagir un peu partout. Donc excuse-moi, je t'ai coupé un peu. Non, mais t'as raison. Mais en fait, il y a aussi un point pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi tous ces concepts de Modern Data Stack. Le point de départ est le terme en français, la définition en fait de la Modern Data Stack, ou quand on dit en anglais, coin the term. C'est aussi Tristan Handy qui l'avait un peu fait avec un article qu'il avait écrit, je pense, en 2017 ou 2018, The Future of Modern Data Stack, je crois, ou The Future of Data, quelque chose comme ça, et dans lequel il avait défini ce qu'était la Modern Data Stack, et il disait, la Modern Data Stack, c'est une pile avec Fivetran en ingestion, DBT en Data Transformation, Snowflake en Data Warehouse, et Looker en outil de visualisation, et ça, c'est la Modern Data Stack, et si tu fais ça en tant que founder de startup pour ta pile data, c'est sûr que tu vas être au succès, quoi. Enfin, c'était un peu la recette magique pour gagner. Et en fait, on sait, quand je dis on sait tous les data engineers, les personnes, les professionnels de data, on s'est tous engouffrés dans ce truc aspirant, quoi, pour créer des plateformes de données avec ce socle-là, quoi. Ouais, effectivement. De toute façon, on en parle souvent aussi sur le podcast de ce concept. Tu as quand même une grande majorité de boîtes qui ont adopté le concept. Alors après, à un certain degré, quoi. Mais à minima, effectivement, le cloud, maintenant, c'est quand même omniprésent. Et DBT, pareil, il y a une adoption massive, même sur le marché français. Fivetran, ou en tout cas les outils d'ingestion modernes également. Alors, peut-être avant qu'on arrive sur pourquoi la Modern Data Stack est en déclin, ou ce serait éventuellement la fin, ou n'est plus utile
selon lui. Tu peux rappeler un petit peu qu'est-ce qui a généré cette adoption massive, selon toi, de ce concept, quoi. Ouais, bah en fait, c'est aussi un peu un truc historique. C'est quand tu réfléchis juste à l'historique des plateformes de données ou on va dire de la tech côté data. Avant la moderne data stack, on faisait du Hadoop, quoi. On faisait du Hadoop et on faisait du Hadoop principalement on-premise. Puis le cloud est arrivé et on a fait du Hadoop dans le cloud. Il y a quand même un gros problème avec Hadoop, c'est que c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est compliqué à maintenir. Et surtout, si tu es une petite entreprise, en fait, je pense que, tu vois, quand tu es dans la taille de Criteo, récemment, j'étais à Meetup chez Criteo. Quand tu es à la taille de Criteo et que tu as des clusters Hadoop et que tu as les êtres humains pour gérer tes clusters, bon, bah, c'est compliqué, mais on va dire c'est gérable, quoi. Quand tu es une petite startup, que tu as une data engineer, une data analyst et c'est tout, en fait, tu peux pas avoir un cluster Hadoop. Et donc, il faut quelque chose de plus simple. Et en fait, c'est là où la moderne data stack a été utile. C'est créer une suite d'outils qui est facilement opérable par des gens qui sont plus ou moins techniques pour créer une plateforme data qui est utile. Et dans tout ça, il y a le SQL qui est au centre, quoi. Enfin, genre... avec DBT ou sans DBT, peu importe, mais l'idée de la moderne data stack, c'est de remplacer beaucoup de choses qui étaient faites avec du code compliqué avant, avec du SQL, quoi. Avec du SQL pour tout gérer, quoi. Moi, je suis curieux que du coup, on commence à se diriger tranquillement sur quels sont les arguments que lui met en avant sur le fait que ce soit un concept qui soit moins utile aujourd'hui. En fait, ce qu'il dit, c'est que le concept de The Modern Data Stack, ça a été très utile de 2016 à 2021 à peu près, pour définir ce dont on parle juste avant, quoi. Pour dire une suite d'outils très simples pour faire des plateformes de données. Et ce qu'il dit, c'est qu'à partir de 2021 et tout l'argent des VC, l'argent de plein d'investisseurs et l'explosion des outils sur le marché, ça a un peu, comme on dirait en français, galvaudé le terme et ça l'a rendu un peu désuet et vide de tout son sens. Il donne un exemple, il dit par exemple MongoDB rentre dans la pile d'outils Modern Data Stack par exemple. Sauf que, bon, personnellement, je pense que MongoDB, c'est pas du tout moderne, c'est pas du tout adapté à une pile data. Enfin, c'est pas facile de faire du SQL, alors que dans la Modern Data Stack, on a envie de faire du SQL. Mais du coup, ouais, je rebondis 2 secondes là-dessus parce que j'ai trouvé super intéressant la manière dont il explique un peu ce qui s'est passé. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, c'est devenu super sexy de pouvoir dire que ton outil faisait partie de la Modern Data Stack par rapport à quelques éléments clés, quoi. Et il dit, grosso modo, que en gros, tu avais des énormes succès, notamment de Snowflake et de Databricks, qui, eux, avaient le droit de dire qu'ils faisaient partie de la Modern Data Stack, et des succès du point de vue financier. C'est-à-dire que, en bourse, ça a explosé, ou en termes de valorisation, ça a explosé. Ce qui fait que c'est quelque chose qui a commencé à rejoindre un peu la sphère hors tech, entre guillemets, des VC, du monde de l'investissement, etc. Et donc, c'est devenu un terme en mode, OK, faut investir dans la Modern Data Stack. Et en parallèle, tu as eu quand même aussi une véritable adoption des Chief Data Officers qui voyaient un bénéfice, parce qu'à la base, il y avait quand même vraiment quelque chose d'intéressant dans ce concept-là par rapport à ce qu'on a évoqué juste avant. Et en fait, c'est un peu ce mix d'une adoption massive, plus d'un investissement massif, plus du coup des médias qui en ont parlé de plus en plus, qui a créé une espèce de prophétie autoréalisatrice, et que du coup en fait tous les outils qui gravitaient un peu autour, ils ont dû se dire en fait il faut qu'on monte dans le bateau, donc il faut qu'on trouve une manière de pouvoir dire que nous aussi on est une boîte moderne data stack. Et donc il y en a certaines qui ont vraiment fait le pas, qui sont allées sur le cloud, mais après comme tu dis il y en a d'autres qui l'ont pas vraiment fait, mais qui ont quand même essayé d'aller s'accrocher à ce concept pour pouvoir faire des levées de fonds plus puissantes et pour pouvoir aussi avoir une adoption en face des Chief Data Officers plus facile, quoi. Donc bref, ça j'avais trouvé ça assez bien expliqué. Ouais, c'est ça. Et donc en fait du coup il y a eu une aspiration aussi du marché de plein de sociétés dans ce vortex Modern Data Stack, et l'effet que ça a eu du coup c'est que c'est devenu un mème un peu maintenant. C'est beaucoup de sociétés mettent sur leur landing page moderne data tooling et en fait il y a ce truc avec toujours les réflexes de te rappeler à la Modern Data Stack, parce qu'en fait ça rappelle quelque chose dans l'inconscient des gens et ça fait que tu comprends instantanément à quoi sert l'outil, où est-ce qu'il peut s'inscrire et ce genre de choses. Et donc ce qu'il dit c'est que ce truc là maintenant c'est dépassé. Et en plus, avec la hype autour de l'AI, en fait, tous les investisseurs sont partis de là et sont allés ailleurs. Et que maintenant, côté Modern Data Stack, on est plutôt dans un cycle de restriction et de rétractation du marché, et dans la phase un peu maintenant de développement, parce que ça a été adopté. Maintenant, on est dans les cycles produits où on est plutôt sur la partie
production et on va dans les cycles produits supérieurs, quoi. Ouais, un peu moins dans l'hype. Ouais, effectivement, il y a les deux éléments que tu as évoqués un petit peu qui sont à la source de la remise en question du concept. C'est ce que tu dis, c'est un peu un ralentissement économique, mais du coup, tout simplement, les entreprises lèvent un peu moins de fonds, un peu moins de budget, donc ça impacte toutes les équipes, mais notamment l'équipe data. Et effectivement, en plus, en parallèle, une tendance qui est en train de passer au-dessus de la tendance de la moderne data stack et qui est quand même proche, c'est les IA génératives, et donc ça remet l'IA au centre de manière globale, quoi, même au-delà des IA génératives. Et c'est même beaucoup plus large parce qu'en fait, c'est pas que data, quoi. Tout le monde s'y intéresse et tout le monde a envie d'investir dedans. Et pareil, là, il y a un petit point que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce qu'il explique, c'est qu'il disait que pendant longtemps, du coup, une boîte qui se lançait, donc toutes les myriades de petites boîtes qui sont allées essayer de tacler des petits problèmes qu'on avait, ou des plus ou moins gros problèmes qu'on avait autour de la moderne data stack et donc de la data, bénéficier du coup de grosses valorisations parce que c'était la tendance du moment, donc il y avait énormément d'investissements qui venaient, et donc qui dit grosse valorisation, grosse levée, dit grosse équipe R&D, dit gros marketing, des communautés, des trucs dans tous les sens, des intégrations, tu vois, des ingénieurs pour bosser sur tous ces sujets. Et là, le fait qu'en fait il y ait plein d'investissements qui soient rétractés et qui soient partis côté IA, ça a complètement changé la donne de toutes ces boîtes. Donc après t'as plusieurs schémas. T'as celles qui meurent carrément parce qu'elles étaient encore trop petites. T'as celles qui arrivent à survivre, mais qui sont obligées de se reconcentrer sur les fondamentaux et de valider qu'elles apportent une vraie valeur au sein de l'écosystème. Et de mettre de l'IA dans leur outil. Ouais, c'est ça, ou de sortir aller surfer sur la nouvelle tendance. Ça, on l'a vu pas mal. Alors, toutes les boîtes qui ont sorti des fonctionnalités IA. Bref, c'était juste ça, mais c'est ça aussi qui fait que ça a complètement changé un peu les dynamiques de marché autour du concept. Ouais. Et ça rebondit un peu avec le point de Joe Rice. Pareil, il a écrit un petit article qui rebondit là-dessus. Et en fait, ce qu'il dit, c'est on a eu une myriade d'outils dans la moderne data stack. Au début, la moderne data stack, c'était un truc cool avec ingestion, transformation, visualisation, si je caricature, quoi. Et puis, il y a plein d'outils il y a une galaxie d'outils qui s'est greffée autour. Et le landscape, enfin, le mad landscape, c'est genre une grosse carte avec tous les outils, et tous les ans, il y a une étude qui est faite là-dessus, et il y en a des milliers, quoi. Et en fait, il y a eu un effet pervers avec du coup tous ces outils-là, c'est que ça a fragmenté toute la logique que tu as dans ta data stack, quoi. Parce qu'en fait, pour répondre à un besoin, tu achètes un nouvel outil, tu dépenses de l'argent, mais bon, c'est pas ça le problème, c'est surtout tu mets de la business logic dans un nouvel outil, et donc en fait, ta business logic commence à être fragmentée à plein d'endroits, et en fait, tu t'éloignes vachement d'une best practice et d'un truc qui est correctement conçu, avec une bonne modélisation, parce qu'en fait, tu mets des choses à plein d'endroits. Par exemple, pour ingérer de la donnée, parce que Fivetran n'a pas toutes les ingestions, tu vas utiliser un autre outil. Et puis l'autre outil, il couvre pas tout, du coup, tu vas faire de l'ingestion custom. Et du coup, pour ingérer de la donnée, tu as 3 outils. Comment tu fais pour avoir une ingestion de données qui est pertinente si tu utilises 3 outils ? Parce qu'en fait, chacun va avoir des pratiques différentes. Tu peux pas mettre les bonnes pratiques correctement. Et donc, en fait, cette fragmentation a aussi desservi les data stacks au sens large, tu vois. Et on revient à un autre débat qui était le fragmentation-défragmentation, ou en anglais bundling, unbundling de la data stack, qui est qu'au début tout était dans Airflow, puis on s'est dit Airflow c'est trop compliqué, du coup créons plein d'outils qui font chaque feature de Airflow, et on les met dans plein d'outils dans le cloud qu'on utilise, quoi. Et c'est un peu c'est le même débat que ce truc là. Ouais, donc lui il va plus loin. Joe Rice, peut-être tu peux rappeler c'est quel bouquin qu'il a écrit? Il a écrit Fundamental of Data Engineering, qui est le best-seller sur ce sujet là. À chaque fois il en parle, et top vendeur sur Amazon sur ces sujets-là. Ok, excellent. Ouais, donc lui, il va plus loin, parce que c'est vrai que dans l'article de Tristan Handy, lui, il remet pas autant en question la moderne data stack telle qu'elle est réalisée aujourd'hui, quoi. Il disait quand même que c'était positif ce qui se passait, que c'était plein de boîtes qui allaient dans la même trajectoire pour créer, on va dire, des stacks data performantes, etc. Il critiquait pas autant cet aspect-là. Même si c'est clairement ça, c'était aussi une tendance de fond qui existait déjà, même je veux dire, à une époque où on la remettait moins en question. Tu avais déjà des détracteurs de la moderne data stack qui disaient mais c'est un enfer, tu te retrouves avec 50 outils, et qui commençaient à rationaliser un petit peu et à se dire non, en fait, faut qu'on ait 5-6 outils, sinon on s'en sort pas, quoi. Après, tu rajoutes des couches d'observabilité, de monitoring, et puis tu t'arrêtes jamais, quoi. Il y a un truc qu'il faut dire quand même, c'est que la moderne data stack, la question de Tristan Handy, c'est is still a useful ID? Peut-être que useful ID, non. En revanche, est-ce que la modern data stack is still useful? Yes. Enfin, genre, je pense que si t'enlèves le ID, la modern data stack, c'est toujours utile. Et la preuve en est, enfin, tu vois, genre, si on prend tous les épisodes du podcast, la plupart des sociétés ont mis en place des modern data stack. Et sont contentes, première chose. Et deuxième chose, elles arrivent à faire des cas d'usage qu'elles ne pouvaient pas potentiellement faire avant,
où elles ont réussi à faire des choses assez rapidement. Et surtout, il y a un truc, c'est la Modern Data Stack est adoptée, mais elle sert à quelque chose, tu vois. Enfin, les analystes font des analyses, font des dashboards, délivrent de la valeur aux entreprises, empower l'entreprise, on va dire, et les stakeholders. Enfin, je mets du franglais, mais globalement, enfin, genre, ça sert, quoi. Enfin, C'est pour ça que moi, faut dire ce que c'est, tu vois. par rapport à ce que tu dis sur Joe Race, excuse-moi, je rebondis 2 secondes, je suis plus d'accord avec Tristan Andy, de mon point de vue, par rapport aux échanges que j'ai eus, donc tu vois, je ne ferai pas une généralité mondiale, peut-être qu'aux États-Unis, ils sont aussi à une autre phase, mais en tout cas, en France, de ce que moi je vois, oui, tous les leaders data avec qui je parle, ils sont quand même très contents, et il y a des choses qu'ils ont réussi à faire qu'ils n'auraient pas pu faire, on va dire, avec un modèle différent. Tu vois, je pense notamment à l'épisode que j'ai fait avec Juliette d'Oversea, où à 3, ils ont réussi à maintenir une stack qui leur permet de couvrir les besoins de 150 personnes. Ça reste une scale-up, tu vois, en pleine croissance, ils ne sont pas encore 1000. Mais ce que je veux dire, c'est que à 3, avec, je sais pas, un leader data, un data eng et un data analyst, je sais plus exactement si c'est ça l'équipe, ils arrivent à maintenir ça parce que tout est managé, tout est bien intégré. Il y a énormément de simplification justement autour du fait que ce soit du SQL, que ça te permet de mettre en place cette tendance du self-service beaucoup plus facilement. Et ça, c'est des choses qui ont vraiment été mises en place. Et pareil, j'ai l'illustration aussi de Aircall, que j'utilise souvent, où là, je crois qu'ils sont 14 ou 15 dans l'équipe data. Là, pour le coup, pour une équipe qui a dépassé les 1000 personnes, tu vois, il y a déjà un moment, donc je sais pas combien ils sont aujourd'hui. Et pareil, avec un ou deux data engineers, et sinon que des profils analystes qui sont du coup beaucoup plus full stack et qui gèrent le cycle de vie de la data dans la stack. Ils arrivent à, pareil, quoi, apporter de la valeur avec de la data, et ils sont très data-driven, et ça fonctionne bien. Ensuite, en revanche, et justement c'est le point que je voulais qu'on aborde après, il y a une remise en question qui vient plutôt de l'aspect coût, de l'aspect phase de développement, quoi. À un moment donné, peut-être que le fait d'avoir que des outils managés, ça coûte trop cher, donc tu la remets en question pour ça. Mais si tu es d'un point de vue budget en totale ouverture des vannes, genre moi, toute l'expérience que j'ai, c'est bien sûr, quoi, autant prendre la Rolls et aller à fond, quoi. Ouais, c'est clair. Et après, il y a plein de raccourcis pour faire que ta Modern Data Stack coûte pas cher. Enfin, genre BigQuery, ton premier téraoctet de processing de données par mois est gratuit. Et donc, en fait, si tu es une petite boîte, que tu optimises plutôt bien tes trucs, que tu fais pas un ELT où tu déverses tout sans réfléchir, tu peux t'en sortir avec des factures BigQuery. Si t'es pas dans une boîte qui fait de la croissance, après, tu vois, encore une fois, c'est dans quel cadre économique ta société se met. Tu peux faire une Modern Data Stack qui coûte pas cher. Après, il faut juste revenir aux agendas aussi. Enfin, les personnes qui écrivent ces articles, bon, déjà, c'est des Américains, donc ils ont leur vision américaine et on est loin de ce monde de VC. Le CEO de DBT Labs, il voit déjà potentiellement beaucoup plus de choses que nous parce qu'en fait DBT Labs ils sont dans plein de sociétés, mais il y a aussi un agenda, c'est que je pense que DBT Labs essaient d'être rentables, ils ont une valorisation qui est immense, ils essayent de rentrer potentiellement dans le Fortune 500, et je pense que être marketé comme une boîte qui fait du modern data stack, quand tu essayes de parler à des gens qui sont encore sur des mainframes, qui sont encore sur SAP, qui sont encore chez IBM pour faire des trucs, potentiellement tu leur fais peur et tu n'arrives pas à les avoir en client. Je sais pas, ça fait un peu théorie du complot, mais je pense qu'il y a aussi ce truc de il essaie de repositionner en termes de marketing son entreprise, et ce qui conclut son article en disant maintenant ce qu'on fait nous c'est de l'analytics stack, tu vois. Non mais t'as raison, c'est vrai qu'en fait pour une grosse partie de l'écosystème, on va dire jeune, quand je dis jeune c'est pas forcément en âge mais jeune, enfin qui a envie d'être dans les nouveautés, dans les early adopters des technos, là le terme modern data stack il va être super sexy. Mais c'est vrai que si tu vas dans des IT qui utilisent des outils potentiellement qui sont encore, tu vois, sur des Hadoop même, ou des choses comme ça, et qui sont un peu moins attirés par toutes ces tendances qui se succèdent, et ben là, peut-être que tu vas plus les attirer en leur disant non, nous on fait de l'analytics, voilà, c'est le métier de l'analytics, et sans essayer de faire quelque chose de trop salesy, quoi. Et en fait, surtout, dans le petit article que j'ai écrit, moi, je dis 2 points. Et je pense que le point essentiel, c'est qui se réalise plein de discussion, c'est moderne. Enfin, je pense que le mot moderne, sémantiquement, il pose un problème. Quand tu regardes la définition de moderne, c'est relatif au présent et en opposition au temps passé. Relatif au présent, on n'est pas tous dans le même présent. Déjà, ça veut dire que déjà moderne entre deux sociétés, ça veut rien dire déjà entre les deux. Et en opposition au temps passé, l'opposition crée quelque chose qui fait une opposition entre des nouvelles technologies et des anciennes technologies. Et on sait dans la tech, entre les débats entre les langages, les débats entre tel framework et tel framework, on sait que les oppositions, ça crée tout le temps du débat, ça crée de la tension, ça crée du sentiment d'appartenance de quelqu'un quand tu lui dis arrête de faire ce langage de programmation, non, je suis attaché à mon langage de programmation. Et en fait, ça crée quelque chose, tu vois. Et ce truc d'opposition entre nouvelles technologies et anciennes technologies, ça dessert, je pense, aussi l'écosystème. Et je pense que c'est ça le problème dans le terme moderne data stack, c'est le mot moderne. Parce qu'en fait, si tu dis, je fais une data stack, enfin, moi, depuis le début, je dis, je fais des data stacks, je fais des data platforms.
Enfin, il y a rien de mauvais à ça. Non, mais bien sûr, après, de toute façon, c'est toujours, tu peux jouer C'est du un peu marketing, dessus, quoi. ça peut aider à accélérer un peu un écosystème, mais après, il faut faire la part des choses, et je suis d'accord avec toi. J'étais curieux qu'on rebondisse, du coup, un peu plus sur, justement, ce que nous, on voit en France, Ouais. peut-être un peu plus proche, parce que ça peut permettre aussi d'illustrer un petit peu ce sujet. Toi, est-ce que tu le perçois de par l'émission que tu réalises en tant que freelance, ou même, je sais que tu es sur quasiment toutes les conférences ou tous les meet-up, donc tu vois beaucoup de choses aussi sur l'écosystème. Est-ce que tu vois aussi qu'il y a un petit peu une remise en question de ce concept, au-delà de ce que prône Tristan Hardy, ça peut être pour les mêmes raisons pour d'autres, peut-être aussi par rapport à ce ralentissement économique, qui là je pense c'est une contrainte qui est quand même beaucoup plus concrète et qui est moins de l'ordre de l'idée. Moi, je vois pas cette remise en question spécialement. Enfin, surtout quand on voit en France, DBT, ça a été adopté par beaucoup d'organisations, que ça soit des petites organisations ou des grosses organisations. Et en fait, je pense que DBT, ça cristallise ce concept de Modern Data Stack. Tu vois, quand tu fais un DBT by the book, entre guillemets, tu vas faire des transformations en SQL au-dessus d'un warehouse ou dans Data Lake parfois si tu es sur Databricks. Et en fait, non, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans cette tendance-là. Après, forcément, récemment, là, j'ai vu une présentation de Decathlon. Quand tu es à l'échelle de Decathlon et que tu migres de anciennes technologies vers des nouvelles technologies, que tu essayes de mettre du DBT dedans, ça crée une très grosse entropie, quoi. Et tu essayes de faire cohabiter des trucs d'un ancien temps et des trucs qui sont un peu plus modernes. Mais il y a une philosophie derrière qui se rapproche toujours à la Modern Data Stack, qui est avoir un... Moi, à chaque fois, j'essaie de ne pas mettre de technologie, je dis, la Modern Data Stack, c'est un endroit centralisé où tu vas stocker tes données et faire du calcul sur tes données, décide ce que c'est, sur lequel tu vas faire des transformations en SQL, parce que je pense que c'est le SQL qui cristallise vraiment ce truc-là de la Modern Data Stack, parce que le SQL, c'est simple, et ça veut dire que tout le monde peut accéder à faire de la transformation, au-dessus duquel tu vas mettre des processus de CI/CD pour tout contrôler et tout gérer, et tu vas mettre une observabilité, parce que tu as besoin de la mettre, et l'observabilité, ça peut être plein de manières de le faire, sur la donnée, sur les processus, sur plein de choses. Et je pense que c'est ça, tu vois, ça cristallise ce que c'est en termes de concept, et ça, tout le monde essaie de tendre vers ça dans la data, parce qu'en fait, ça se rapproche de ce qu'on fait aussi dans le software, tu vois. Et c'est vrai que si tu reviens, du coup, à la définition première qu'avait donnée Tristan Hardy, c'est-à-dire un outil d'ingestion moderne, type Fivetran, Stitch Data ou Reverie maintenant, enfin, t'en as pas mal. T'as un cloud, puis DBT pour la transformation, et un outil de BI, on va dire, moderne également, mais type Looker, ou en tout cas qui est maintenant sur le cloud, tout simplement. Ce concept-là de Modern Data Stack, il n'est pas trop remis en question. Effectivement, moi, en tout cas, ce que je vois aujourd'hui qui pourrait être remis en question en France, c'est la version qui est un peu partie hors de contrôle, où tu te retrouves avec 15, 20 outils, etc. Et tu vois, je faisais référence justement à un épisode que j'ai fait récemment avec Edouard, le directeur data d'Aircall. C'est l'épisode 106 pour ceux que ça intéresse, où l'idée, c'était de voir un peu ce qu'ils avaient mis en place dans les dernières années par rapport un petit peu au ralentissement de la croissance de l'équipe data / de la boîte. C'est-à-dire, bon, c'est quand ça reste une boîte en croissance, Aircall, mais c'est juste qu'ils ont connu une phase d'hyper-croissance tellement phénoménale dans les premières années que y avait ce côté un peu on doit être data-driven at all cost, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de notions, s'il y a besoin de ça, on recrute, s'il y a besoin de ça, il faut toujours aller plus vite, donc on prend que des outils managés, etc. Il y avait vraiment un parti pris très fort qui allait dans ce sens-là. Et donc, eux, ils ont eu ce côté un peu, on multiplie les outils, on ingère tout. Enfin voilà, on se posait pas trop de questions de rationalisation à l'époque. Ils s'en posaient sûrement, mais je veux dire beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et là, avec le changement un peu de conjoncture, il y a eu vraiment une rationalisation. Mais c'est vrai que ça vient pas non plus remettre en question le concept global de Modern Data Stack. Ça reste une lubie d'influenceur data ou tu vois, de créer un petit peu de clivage. Et donc, c'était peut-être plutôt sur ce type d'initiative que j'étais curieux d'avoir un peu tes réactions. Est-ce que toi, tu vois aussi, donc peut-être pour donner quelques autres illustrations pour l'audience, ça va être des choses du style changer une brique, par exemple, sur du tracking. Ils avaient une brique qui leur coûtait un peu trop cher. Ils sont partis sur Rudderstack, qui est une technologie qui est connue pour être assez peu coûteuse, qui permet de traquer... Open source, je crois aussi. Voilà, qui est open source, qui permet de traquer les événements, les comportements sur leurs produits ou sur leur site. Ça va être par exemple sur Fivetran, qui là est plutôt une solution connue comme étant premium, de venir challenger les sources qu'on ingère, quoi. Est-ce que vraiment on les utilise ces données, parce que jusque-là on ingérait tout, et donc peut-être là on va pas remettre en question Fivetran, mais on va remettre en question un certain nombre de pipelines d'ingestion, etc., etc., quoi. Ça, est-ce que tu vois que c'est devenu des choses qui sont vraiment
tout en haut des feuilles de route ou pas tant que ça? Il y a plusieurs choses. Le cycle de la tech, c'est tous les 3 ans, tu remets en question les choses, tu migres de quelque chose à quelque chose d'autre. Et en tant qu'ingénieur, on adore migrer. Et ça c'est souvent le même. En tant qu'ingénieur, on adore migrer de A à B. Parce qu'en fait, ça nous donne du travail, quoi. Enfin, c'est souvent dans la tech, il y a un peu ce même-là, tu vois. Ça crée une nouvelle journée, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que sinon, au bout d'un moment, quand tout est soigné, parfait, là, tu t'ennuies. Je caricature, mais bon, c'est quand même un pattern qui existe beaucoup. Mais il y a un truc qui est vrai avec le principe fondateur de la Modern Data Stack de dire on fait des SQL transformation. Le corollaire de ça, c'est beaucoup de gens peuvent écrire du SQL dans l'organisation, quoi. Que ça soit des analystes, que ça soit des stakeholders. En fait, parce que le SQL est accessible, beaucoup de gens peuvent en écrire. Et du coup, vu que beaucoup de gens peuvent en écrire, tu génères une entropie qui grossit tous les jours. Tous les jours, tu vas faire augmenter ton patrimoine de requêtes SQL. Que ça soit dans ton projet DBT, ou dans ton outil de BI, ou dans ton outil de self-service, ou j'en sais rien, en local sur les stakeholders, parce qu'ils écrivent les requêtes SQL et ils les mettent dans un bloc-notes qui sauvegarde sur leur ordinateur. Anyway, tous les jours qui passent, tu fais grossir ton patrimoine de requêtes SQL. Et donc, tu fais grossir une dette technique. Enfin, c'est toute requête, tout code écrit est forcément de la dette. ça, c'est un principe, c'est tu n'écris pas du code qui ne génère pas de dette, quoi. Et en fait, à un moment, il faut la payer, cette dette, et tu la payes parce que tu gaspilles de l'argent, et c'est une manière de payer cette dette-là, quoi. Tous les jours, tu payes des intérêts de ta dette qui sont gaspiller de l'argent parce que tu écris des requêtes pas efficaces, tu as trop de requêtes qui tournent qui servent à personne parce que personne ne regarde les dashboards que tu as écrits ou tu as schedule des requêtes qui créent des tables que personne ne regarde. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que tu décides d'investir pour rembourser massivement ta dette, quoi. Est-ce que tu le fais toutes les semaines? C'est-à-dire que toutes les semaines, tu vas aller regarder les dashboards pas regarder et tu vas éteindre les dashboards qui ne sont pas utilisés? Ou est-ce que tu le fais tous les mois? Est-ce que tu le fais tous les ans? Ou est-ce que tu fais tous les 3 ans? Et en fait, quand on est dans ce truc de migration d'un outil vers l'autre tous les 3 ans, c'est parce que c'est tous les 3 ans, tu sacralises et tu dis ok, bon, en fait, c'est devenu incontrôlable. Je passe de tel outil à tel outil et t'espères, en passant de tel outil à tel outil, sabrer ta dette et en avoir moins, quoi. C'est très imagé, mais je pense que ça montre quelque chose qui existe, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ça peut être rechallengé à l'intérieur d'un outil ou ça peut être carrément en profiter pour migrer parce que de temps en temps, en plus, il y a quand même aussi, je pense, un vrai fondement de se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion d'en profiter pour cet outil parce que cet outil est quand même plus jeune. J'en parlais récemment avec un vendeur d'un cloud. Aujourd'hui, je pense que les warehouses, ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Enfin, tu vois, que si tu prends les 5 warehouses principaux dans le cloud, ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Et si tu es un data engineer compétent, ou une data engineer compétente, tu vas réussir à faire la même chose dans les 5 warehouses pour le même coût. Ou plus ou moins le même coût. Le problème, c'est, encore une fois, c'est avec la croissance. Si tu es tout seul, tout va bien, tu vois. Mais c'est, encore une fois, c'est à l'échelle à laquelle tu travailles. En fait, plus ça va grossir, puis tu vas créer de la dette. Et en fait, passer d'un cloud data warehouse à un autre va aussi faire ce truc de je refactorise, je prends le temps de refactoriser les choses. Et puis, en plus, vu que tu passes d'un outil à l'autre, le nouvel outil va te faire des promotions la première année, la deuxième année, la troisième année, j'en sais rien. Tu vas négocier un petit contrat qui forcément coûte moins cher parce qu'ils ont envie de t'attirer. Et donc en fait, l'un dans l'autre, forcément, tu vas économiser de l'argent. Enfin, c'est mécanique. Ouais. Et sur l'ingestion, c'est un peu la même chose. Il y a de plus en plus de gens qui sont pas contents de Fivestrand et il y a de plus en plus d'alternatives qui sont sorties. C'est un petit disclaimer. Moi, j'ai investi dans un outil qui fait de l'ingestion de données à titre personnel en tant que business angel. Et donc en fait, ils sont vraiment sur ce truc de low footprint, de essayer de te faire économiser des coûts. Tu peux te mettre n'importe où avec cet outil-là et ça va te coûter pas beaucoup d'argent, quoi. On sait que tu es biaisé potentiellement, mais je suis curieux de savoir dans quel outil tu as investi. Ça s'appelle DLT, c'est une société qui est basée à Berlin. Donc c'est pas DBT, c'est DLT. On pourra en parler une autre fois plus en détail. Mais Clairement, sur le prochain épisode où on se retrouve. Je pense qu'on peut passer du coup à autre chose. Il y avait 2 autres sujets qu'on voulait aborder dans le cadre de cet épisode avec Christophe. Le premier, c'était que tu nous fasses un petit retour sur la conférence que tu allais faire sur DuckDB. Ouais. Donc DuckDB, pour rappel, c'est un outil, c'est un nouveau warehouse. Tu nous l'avais un petit peu introduit dans l'épisode 67 sur les 4 tendances data de 2023. Puis entre-temps, j'ai l'impression que tu as vraiment fait mûrir un peu ta réflexion sur DuckDB. Et en plus, là, tu es allé choper un peu les dernières news de la conf. Donc, curieux que tu nous fasses un petit retour là-dessus. Donc, DuckDB, juste pour corriger, je dirais pas que c'est un warehouse, c'est plutôt un outil de calcul en mémoire. Donc, c'est ce qu'on appelle OLAP. Pour les bases de données, tu as OLAP et OLTP. Et DuckDB, c'est In-Memory Database Analytical System. Ce qui est très cool avec DuckDB, c'est que tu peux l'installer en local et tu peux faire directement des transformations dessus. Et donc, je suis allé à la conf annuelle
de DuckDB qui s'appelle la DuckCon à Amsterdam. C'est la 4e. Et c'était très cool parce qu'en fait, il y a un truc qui est assez stylé quand tu vas dans les confs sur une techno qui est aussi jeune, c'est que tu vois tous les early adopters. Souvent, quand tu vas dans des confs qui sont un peu plus larges, tu as des gens qui viennent et qui sont là parce qu'il y a de la lumière et ils posent des questions et ils disent « Ah, et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et ils savent pas trop. Là, c'est que des gens qui utilisent la techno, c'est tous les early adopters et ils sont tous convaincus que ça va gagner partout, quoi. Et donc c'est assez fun de voir ça et c'est assez revigorant. Et donc à la conf, ouais, c'était assez intéressant. Donc les 2 créateurs sont basés à Amsterdam et ça a été créé dans un labo de recherche à Amsterdam qui fait de la recherche sur les bases de données. Et donc ils ont annoncé la nouvelle version. Donc la DuckDB va passer en version 1 cette année, d'ici 6 mois. Et dans cette version 1, principalement, c'est de la performance. Enfin, ils ont fait des améliorations de performance. Et il y a un truc qui est assez stylé, c'est qu'ils vont faire de la forward et backward compatibility entre les formats de base de données de DuckDB, c'est-à-dire qu'avec une base de données DuckDB version 1.2, potentiellement, tu pourras lire des fichiers DuckDB de version 1 et dans l'autre sens, potentiellement aussi. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils sont en train de créer un nouveau format de fichier potentiellement. Donc par exemple, quand on parle de format de fichier, on parle de CSV, on parle de Parquet, on parle de Avro. Et en fait, dans la conf, il y avait ce truc un peu d'émulsion où les gens disaient c'est quand qu'on crée le format de fichier DuckDB, quoi. Parce qu'en fait, il est assez performant, il est assez intéressant et tout le monde est convaincu de se dire quand est-ce qu'on remplace le Parquet par DuckDB, quoi. En termes de format de fichier. Plus que juste base de données, c'est en mode pourquoi c'est pas le nouveau format de fichier qu'on va utiliser dans le futur, quoi. Donc ça, c'était assez cool à voir. Et après, il y a eu plein de petits lightning calls, enfin des petits talks rapides, quoi. Donc par exemple, il y a une software engineer de chez Hugging Face qui présentait comment chez Hugging Face ils utilisent DuckDB pour explorer des datasets dans le navigateur, faire rapidement des petits calculs, filtrer des colonnes, afficher des distributions directement dans le navigateur grâce à DuckDB. Parce que peut-être juste pour rappeler en 2 secondes, hein, mais le concept, tu me corriges si je me trompe, c'est pour ça que je disais que c'est pas un data warehouse, mais ça peut être une alternative au data warehouse dans certains cas d'usage. C'est qu'en fait, tu vas pouvoir avoir du calcul et faire de la transformation de données / du stockage directement en utilisant la puissance de ton ordinateur en local, ouais. Et donc beaucoup plus rapidement sans avoir besoin de te créer un bucket, par exemple, sur les GCP ou sur je sais quoi. Et du coup, bah, en fait, on s'en rendait pas forcément compte, mais on a maintenant beaucoup de puissance dans l'ordinateur. Et donc, alors oui, si tu veux faire des trucs, voilà, du big data, etc., là, peut-être que tu seras obligé de toute façon de continuer sur des warehouses comme on les connaît aujourd'hui. Mais pour un certain nombre de cas d'usage un peu plus petits, un peu plus spécifiques, etc., bah là, ça deviendra une alternative. Et en fait, c'est quand même non négligeable, ces cas d'usage. C'est ça. Un des principes fondateurs de DuckDB, enfin, un truc derrière, c'est de dire big data is dead. Et aussi, tu passes beaucoup de temps quand tu es interagi avec une base de données à déplacer de la donnée entre le serveur et le client. Donc, entre ta base de données et toi en tant que client, tu passes beaucoup de temps sur le réseau à envoyer de la donnée. Et du coup, ils se sont dit, vu que notre temps il est passé à faire ça, pourquoi on ne ferait pas une base de données en mémoire, comme SQLite pour ceux qui connaissent un peu, donc qui tourne que en mémoire, donc sur ton ordinateur, sur ton serveur, peu importe, et qui est performante pour faire de l'analytique, quoi. Et donc c'est ça un peu le principe. Et DuckDB, tu fais pip install DuckDB où tu l'installes avec juste le binaire, tu ouvres ton fichier, donc c'est un fichier Parquet, un fichier CSV, et dessus tu écris du SQL, et ça marche, et c'est performant, et ça va aussi vite que plein de technologies. Et justement à la conf, il y avait aussi des gens qui disaient, bah nous on remplace Spark par DuckDB, quoi. Enfin, nous, notre vision, c'est demain, on n'utilise plus de Spark, on fait du DuckDB. Et justement, il y avait quelqu'un qui faisait une conf là, du Liverpool FC, qui comparait des trucs, quand il les faisait tourner en Spark ou avec ses anciens trucs, ça prenait des heures, et en DuckDB, ça prenait quelques dizaines de minutes, quoi. Il était trop content parce qu'en fait, vu qu'il analyse des résultats de matchs de foot, des trucs comme ça, il a une semaine pour faire son analyse, et parce que le prochain match, il arrive à la fin de la semaine, quoi. Ouais, pour des analyses justement où tu as les données qui sont déjà là, qui sont déjà sur ton ordi, où tu peux aller beaucoup plus vite. Excellent. Ouais, donc on parle de beaucoup de cas d'usage, potentiellement analytiques, un peu du quotidien, où tu as un certain nombre de transformations à faire tourner chaque semaine, etc. Ouais, il faut voir après comment tu orchestres ça. Et puis ça rejoint aussi le truc de juste avant d'économiser de l'argent. Il y a un ingénieur de chez Okta qui a mis un post sur LinkedIn il y a quelques mois où il dit « On a remplacé plein de nos transformations par DuckDB et on a économisé des centaines de milliers de dollars. » Il n'a pas mis plus de détails, il a juste dit ça. Le gros teaser. Et du coup, il y a tout le monde qui lui a écrit des messages et il a dit « Oh, j'ai reçu trop de messages, je vais faire une conf, regardez ma conf. » Et donc, j'attends que sa conf arrive parce qu'en fait, je pense que ça va être super cool de voir ce qu'ils ont fait, quoi. Excellent. Bah écoute, on la mettra dans la description. Ouais. Et donc, un peu comme la dernière fois, l'objectif, c'est de finir sur une news. Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, la newsletter qu'il écrit, donc Blef, c'est notamment une curation d'énormément d'articles, mais où aussi tu viens de donner ton avis, et où parfois aussi tu fais des posts où là tu creuses plus des sujets. Tout ça pour dire que tu vois passer énormément, tu scannes un petit peu toutes les news data
françaises bien évidemment, mais aussi monde, c'est pas aux US. Et donc l'idée c'était que tu nous dises celle qui t'avait le plus interpellé là dans les dernières semaines éventuellement. Il y a un article qui est assez cool qui a été écrit par un outil qui s'appelle SDF. Donc si je caricature, SDF c'est une alternative à DBT. Enfin, aujourd'hui sur le marché il y a DBT Core, il y a SQL Mesh et il y a SDF. Et SDF ça a été open sourcé par Facebook, enfin par Meta, si on donne les bons termes. Et ils ont écrit un article qui s'appelle Data Classification pour le 21e siècle quoi. Et l'idée de la data classification, c'est quand tu as un data warehouse, tu as plein de colonnes. Et le problème de manager plein de colonnes dans ton data warehouse, c'est que déjà, la première chose, c'est que tu as envie d'avoir des types qui sont cohérents, mais tu as aussi envie d'avoir des métadonnées associées à toutes tes colonnes. Donc, est-ce qu'il y a de la donnée personnelle à l'intérieur ? Enfin, rajouter des métadonnées au-dessus de tes colonnes. Et donc, eux, ils ont parlé d'une approche statique plus machine learning à partir de tes métadonnées que tu mets sur tes sources de données, les faire découler sur tout ton arbre de transformation SQL. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire une fois l'exercice de bien classifier tes sources, et ensuite, de manière statique, ils sont capables de dire, parce que dans la colonne prénom, on a dit qu'il y avait des PI, enfin des informations personnelles, alors toutes les colonnes qui sont calculées à partir de cette colonne-là vont avoir le PII à l'intérieur. Et même si tu fais des formules mathématiques dessus, et en fonction des formules mathématiques, il y a des formules mathématiques qui conservent l'information personnelle et d'autres qui détruisent l'information personnelle. Et du coup, ils ont écrit un article pour réfléchir à propos de ça. C'est intéressant, c'est une espèce de lineage un peu de la metadata. Ouais, c'est ça. Et donc derrière, il y a du column level lineage, donc du lineage au niveau de la colonne. Mais ils font une approche un peu statique / intelligence artificielle pour faire découler la metadata sur tes transformations, quoi. Et l'article est franchement, je trouve qu'il ouvre vachement la réflexion sur ce truc-là. Et il y a eu tout un débat sur le column level lineage où en fait, DBT Labs a sorti cette feature, sauf qu'ils ont utilisé une librairie qui s'appelle SQLglot, qui est développée par leur concurrent, entre guillemets, qui est SQL Mesh. Enfin, en gros, SQL Mesh, à côté, ils ont un outil qui s'appelle SQLglot, qui permet de faire du parsing de requêtes SQL et du lineage. Et DBT Labs, en version fermée et donc payante, ils ont créé le column level lineage en utilisant le truc de leur concurrent. Et donc, ça a aussi lancé un gros débat là, dans la communauté de... C'est une nouvelle saga dans la data, quoi, après la fin de la moderne data stack. Excellent. Bah écoute, je mettrai bien entendu le lien vers cet article en description pour ceux qui veulent aller creuser un petit peu plus ce sujet. Peut-être juste avant de conclure, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode avec Christophe. Si vous voulez encore une fois qu'on en fasse plus, on essaie de se voir dès qu'on peut, mais on aimerait potentiellement en faire plus dans le futur. Donc si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Et si vous êtes sur les plateformes audio, vous pouvez réagir sur le post LinkedIn qu'on écrira avec Christophe pour présenter cet épisode ou laisser une petite review sur Apple Podcast. Voilà. Et s'il y a des sujets aussi dont vous voulez qu'on parle, peut-être. Grave, ouais, très bonne idée. Ouais. En commentaire, pareil, si vous pensez à des sujets que vous voulez qu'on creuse avec Christophe dans ces épisodes, voilà, sur un ton un petit peu plus informel, où on débat, où lui apporte tout son bagage technique et où moi j'essaye de comprendre tant bien que mal. Franchement, tu rebondis bien. Hein. Et puis voilà, dites-nous en commentaire. Merci Christophe d'avoir pris le temps. Merci Robin. À bientôt. À plus.